Après 10 ans à soutenir mes parents, papa a tout donné à ma sœur, revenue depuis peu. J'ai rendu les clés. Maman a approuvé, elle le mérite. Mais quand Chloé a lu ma lettre, elle a explosé. Je m'appelle Manon et 10 années passées à porter toute ma famille à bout de bras se sont terminées en une seule phrase. Lors de notre soi-disant célébration d'héritage, mon père a fait glisser chaque actif de nos établissements de soins, l'entreprise, et même la maison familiale de l'autre côté de la table vers ma sœur, Chloé, qui n'était de retour que depuis une semaine après près d'une décennie de silence. Ma mère a hoché la tête fièrement en disant « Elle le mérite ». Comme si je n'avais pas tout reconstruit alors qu'ils avaient failli tout perdre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé la procuration, celle-là même qui leur avait sauvé la vie plus de fois qu'ils ne le savaient, ainsi que les clés de la maison sur la table. Puis j'ai tendu à Chloé une lettre qui allait lui faire perdre toutes ses couleurs. Si vous avez déjà été l'enfant qui a tout donné pour être finalement mis de côté, dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je ne suis pas né ainsi. L'enfant silencieuse que j'étais a été façonné bien avant ce dîner d'héritage. Bien avant que j'apprenne comment les signatures et les réglementations de l'État pouvaient protéger l'œuvre d'une vie, il y avait simplement la famille Mercier à Lyon. Mes parents possédaient une chaîne modeste mais respectée de maisons de retraite appelée Résidence Senior Mercier, un nom en lequel les locaux avaient confiance pour sa chaleur, sa stabilité et la façon dont les infirmières semblaient toujours connaître par cœur l'anniversaire de chaque résident. En grandissant, ces établissements ressemblaient plus à un foyer pour moi que la maison où nous vivions. Je me souviens de suivre mon père alors qu'il parcourait les couloirs, s'arrêtant pour saluer chaque résident comme s'ils étaient de vieux amis. J'étais l'enfant qui restait tranquille dans un coin, écoutant leurs histoires, mémorisant leurs horaires de médicaments pour m'amuser, poussant les fauteuils roulants même quand j'étais à peine assez grande pour voir par-dessus les poignets. J'aimais l'odeur du désinfectant et de la lotion à la lavande. La façon dont les vieilles dames me serraient les mains et disaient « Tu feras de grandes choses, ma chérie ». Peut-être voyaient-elles quelque chose que mes parents refusaient de voir. Ma sœur Chloé était mon opposée en tout point. Là où je restais près du poste des infirmières, elle glissait dans les couloirs en robe à froufrou, faisant des pirouettes pour les résidents et posant pour des photos que ma mère téléchargeait avec empressement sur Facebook avec la légende « Notre petite étoile ». Future dirigeante des résidences Senior Mercier. Elle était rayonnante comme le sont souvent les enfants aux grands yeux et aux boucles parfaites. Un rire qui faisait sourire les inconnus. Les gens l'adoraient instantanément. Mes parents l'adoraient bruyamment. Ils m'adoraient silencieusement. Manon est indépendante, disait-il aux proches avec un haussement d'épaule. C'est le genre d'enfant qui s'élève toute seule. Il le pensait comme un éloge. Cela ressemblait à un rejet. Il disait, Chloé est spéciale. Chloé a besoin d'opportunités. Nous ne pouvons pas gâcher son potentiel. Pour chaque cours de ballet, stage de théâtre, retraite de leadership et programme d'été enrichissants sur lesquels le nom de Chloé apparaissait, le mien n'y figurait jamais. Ce n'est pas que je réclamais ces choses, je ne le faisais pas. J'ai appris tôt que vouloir me rendait encombrante. Mais quand même, quand vous regardez votre petite sœur obtenir une colonie de vacances à 1000 € alors que vous faites des corvées supplémentaires pour aider à payer les factures, quelque chose se brise en vous. Le message est devenu clair. Chloé méritait l'investissement. Je méritais la responsabilité. À l'âge de 12 ans, je faisais de petites tâches dans les maisons de retraite, pliant les serviettes, étiquetant les tiroirs à médicaments, aidant les résidents à écrire des messages à leur famille. À 16 ans, j'avais convaincu le directeur de nuit de me laisser prendre des gardes le week-end. J'ai dit à mes parents que j'avais besoin de ce travail parce que je voulais de l'expérience. La vérité ? Ils avaient besoin d'aide pour payer l'hypothèque après que l'un de leurs bâtiments ait échoué à une inspection. Et personne n'a demandé si je pouvais contribuer. Ils ont simplement supposé que je le ferais. Pourtant, ma mère disait aux gens que je manquais d'ambition. L'ironie ne m'a jamais échappé. C'était la dynamique de notre foyer. Chloé, la promesse scintillante. Manon, l'échafaudage fiable que personne ne prenait la peine de peindre. Quand Chloé obtenait un 14/20 en sciences, maman engageait un tuteur privé. Quand je ramenais des 18/20 partout, papa hochait la tête et disait « Bien. C'est ce qu'on attend de toi. » Aux anniversaires de Chloé, elle avait de nouvelles robes, des gâteaux à thème et des pièces pleines de parents chantant ses louanges. Au mien, j'avais des câlins et un rappel de préparer mon uniforme de travail si j'avais une garde après. Je ne lui en voulais pas à l'époque. Comment pourrais-je ? On ne peut pas blâmer les enfants d'être adorés.
Mais j'ai compris la hiérarchie très tôt. Mes parents nous aimaient toutes les deux, mais ils valorisaient Chloé. Ils me faisaient confiance, mais ils croyaient en elle. Et cette différence a tout façonné. Parfois, je me demande si les choses auraient changé si Chloé avait montré ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour l'entreprise familiale, mais elle ne l'a jamais fait. Elle préférait les foules, les caméras, les compliments, des choses que les couloirs d'une maison de retraite ne lui donnaient pas. Pendant que j'apprenais les registres de médicaments, les soins des plaies et la conformité réglementaire, elle apprenait à poser sous un angle qui rendait sa mâchoire plus nette. Ma mère a plaisanté un jour, Manon est le cœur des résidences Seigneur Mercier, mais Chloé en est le visage. J'ai ri poliment, mais à l'intérieur, j'ai compris la vérité. J'étais le moteur. Chloé était le panneau publicitaire. Le favoritisme n'était pas toujours bruyant. Parfois, il était doux, subtil, tissé dans la vie quotidienne. Comme lorsque mes parents ont insisté pour que Chloé ait un meilleur ordinateur portable pour l'école pendant que je tapais mes dossiers de bourse sur un ordinateur d'occasion dont la touche S manquait. Ou quand ils l'ont envoyé suivre un cours de photographie à Marseille parce que le réseautage est important, pendant que je conduisais grand-mère à ses rendez-vous de chimiothérapie et remplissais des formulaires d'assurance que personne d'autre ne comprenait. Ou quand Chloé voulait une nouvelle chambre complète et l'obtenait immédiatement, alors que je restais dans la même chambre peinte en bleu que papa avait décorée quand j'avais 8 ans, même si j'en avais 17 et que je travaillais de nuit pour aider l'entreprise familiale à rester à flot. Ces petits moments s'additionnent. Ils s'accumulent comme la poussière dans les coins d'une maison que personne ne prend la peine de nettoyer à fond. Ils vous apprennent à garder la tête basse, à être reconnaissante pour les miettes, à accepter d'être celle qui maintient tout ensemble pendant que quelqu'un d'autre reçoit la lumière des projecteurs. Avec le recul, je peux voir le schéma avec une clarté douloureuse. J'ai été formé pour porter, et Chloé a été formée pour briller. Mes parents ne l'ont pas fait par méchanceté. Ils l'ont fait par paresse. Il est plus facile de s'appuyer sur l'enfant qui ne se plaint jamais. Plus facile de verser des ressources sur l'enfant qui reflète la vie de rêve que vous avez construite dans votre tête. Plus facile de supposer que la forte n'a pas besoin de soutien. Au moment où je suis entré dans l'âge adulte, mon identité semblait prédéterminée. J'étais la gardienne, la résolveuse de problèmes, la main ferme en coulisses. Et Chloé, elle était le visage de la famille, celle présentée fièrement aux amis, celle dont on parlait avec une admiration au futur, même lorsqu'elle n'offrait rien d'autre que du charme, surtout lorsqu'elle n'offrait rien d'autre que du charme. Je ne savais pas alors à quel point ce déséquilibre compterait. Je ne savais pas qu'un jour, les mêmes parents qui s'appuyaient sur moi pour tout, des décisions médicales aux crises financières, seraient ceux qui remettraient tout l'héritage familial à la fille qui les avait abandonnés pendant près d'une décennie. Il y a 10 ans, tout a basculé d'un coup, comme si le monde entier de ma famille s'était fissuré en une seule saison. J'avais 24 ans, je commençais enfin à construire une vie calme et stable, travaillant dans un centre de santé comportementale à Lyon, économisant pour un petit appartement, croyant que je pouvais exister autrement qu'en tant que fille fiable. Mais la vie ne demande pas si vous êtes prête. Elle arrive simplement avec ses urgences. Cela a commencé avec mon père. Un après-midi humide de juillet, j'ai reçu un appel d'une des infirmières des résidences Mercier, sa voix tremblant juste assez pour me dire que quelque chose n'allait pas avant même qu'elle ne prononce les mots. Papa s'était effondré lors d'une réunion d'audit, une légère crise cardiaque, disait-il. Petite mais pas insignifiante. Sa tension artérielle était instable. Son diabète était mal contrôlé. Le cardiologue a recommandé de réduire immédiatement tout stress lié au travail. Il ne devrait pas prendre de décision majeure pendant un certain temps, nous a dit le médecin doucement. Je me souviens avoir regardé mon père, autrefois l'homme qui portait tout, maintenant épuisé, pâle et incapable de finir une phrase sans reprendre son souffle, et avoir réalisé que le changement avait déjà commencé. 2 mois plus tard, avant même que nous ayons pu nous adapter au diagnostic de papa, ma mère a trouvé une grosseur dans son sein. La biopsie a été rapide. Les résultats ont été brutaux. Elle avait besoin d'une opération, puis de radiothérapie, puis de mois de traitement de suivi. Je me souviens encore de la façon dont elle fixait la brochure de l'oncologue, clignant lentement des yeux comme si les mots refusaient de prendre sens. Notre famille, si habituée à prétendre que tout allait bien, n'avait soudainement plus d'énergie pour faire semblant. Et tandis que la maladie détruisait physiquement mes parents, l'entreprise s'effondrait parallèlement. Les résidences Seigneur Mercier avaient toujours été petites mais respectées, jusqu'à ce qu'une vague de pénurie de personnel nous frappe. Les nouvelles réglementations de l'État se sont durcies. L'ARS, Agence régionale de santé,
a gelé les paiements en attente de mise à jour de documentation que mon père avait été trop débordé pour terminer. Un établissement risquait d'échouer à une inspection. Et s'il échouait, toute la chaîne pourrait être signalée. Les employés démissionnaient plus vite que nous ne pouvions embaucher. C'était comme être pris dans une tempête avec des trous dans chaque fenêtre. Et où était Chloé? À Paris. Elle était partie pour ses rêves d'influenceuse 3 ans plus tôt avec des valises pleines de tenues pastel et un éclairage annulaire que papa lui avait acheté pour soutenir sa passion. Elle appelait occasionnellement, généralement quand elle avait besoin d'argent pour investir dans sa marque, ce qui signifiait des séances photos, des ateliers d'acteurs, des abonnements à des salles de sport de luxe. Elle disait à maman des choses comme « Si je développe ma plateforme, cela aidera l'entreprise familiale un jour ». Maman répétait ces mots comme un évangile. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Pas pour la crise cardiaque de papa. Pas pour l'opération de maman. Pas même quand l'ARS a menacé de couper notre financement, ce qui aurait pu faire couler l'entreprise du jour au lendemain. Elle postait des palmiers, des couchers de soleil et des brunchs sur les toits parisiens sur Instagram pendant que je dormais sur un canapé en vinyle dans une salle d'attente d'hôpital. Les médecins, l'assistant social, l'avocat, tous disaient la même chose. Quelqu'un devait détenir une procuration médicale et financière. Quelqu'un devait être légalement autorisé à prendre des décisions pour les 2 parents et pour l'entreprise si les choses empiraient. Sinon, l'État nommerait quelqu'un, un tuteur. Et l'État ne se soucie pas de votre héritage familial. Mon père, respirant à travers un tube à oxygène, m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de résignation. Ma mère, affaiblie par la chimio, a serré ma main. Ça devrait être Manon, a-t-elle chuchoté. Pas parce qu'elle pensait que je le méritais, mais parce qu'elle savait que je ne laisserais pas tomber la responsabilité. Le nom de Chloé n'a même jamais été mentionné. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé de remerciements. J'ai simplement signé, et ils ont signé, et le notaire a authentifié les documents. À ce moment-là, tout le poids de notre famille s'est déplacé sur mes épaules d'une manière à la fois familière et suffocante. Je suis devenue la décideuse légale pour tout, les soins médicaux, les finances, les contrats, les responsabilités juridiques, tout ce que mes parents étaient censés gérer. Tout ce que Chloé prétendait vouloir aider un jour est devenu mien. Alors, j'ai quitté mon travail. Pas parce que je le voulais mon Dieu, j'aimais ce travail mais parce que les résidences Seigneur Mercier se vidaient de leur sang. J'ai réemménagé dans ma chambre d'enfance, les mêmes murs bleus, la même commode qui grinçait, le même rappel de qui mes parents croyaient que je serais toujours. Et puis je me suis mise au travail. J'ai nettoyé la documentation pour l'ARS, faisant des nuits blanches pour mettre à jour les registres de conformité. J'ai rencontré la banque pour renégocier les conditions de prêt, assise en face d'hommes 2 fois plus âgés que moi qui ne prenaient pas la peine de cacher leur scepticisme. J'ai parcouru chaque établissement avec des planchettes à pince et des gants, vérifiant les stocks, réorganisant les salles de médicaments, réécrivant les protocoles de formation, repérant les violations de sécurité avant que les inspecteurs ne le puissent. J'ai pris des gardes quand le personnel était absent. J'ai fait des rotations les week-ends. Je dormais dans ma voiture entre les visites à l'hôpital et les réunions du conseil. Pendant des mois, j'ai vécu dans une boucle, hôpital. Établissement. Établissement. Maison. Hôpital. J'ai oublié à quoi ressemblait la lumière du soleil avant 10 heures du matin. Mes vêtements sentaient l'antiseptique. Ma boîte de réception est devenue un champ de bataille. Et pourtant, même alors que je maintenais tout ensemble, ma mère trouvait encore le moyen de dire « Manon, tu as besoin de plus d'ambition. Tu ne peux pas juste t'enterrer dans le travail pour toujours. » Si seulement elle savait que m'enterrer dans le travail était la seule raison pour laquelle l'entreprise survivait. La seule raison pour laquelle l'ARS débloquait les fonds. La seule raison pour laquelle l'État ne nous fermait pas. La seule raison pour laquelle elle pouvait s'allonger dans son lit de convalescence sans s'inquiéter de tout perdre. Pendant ce temps, Chloé envoyait des SMS, et M, tu pourrais m'envoyer 600 € pour un atelier? C'est important pour ma croissance. Elle ne demandait jamais comment papa récupérait. Elle ne demandait même pas comment allait l'entreprise. Avec le recul, c'est presque risible de voir comment tout le monde supposait que je gérerais ça. Comment personne ne s'est arrêté pour se demander ce que cela me coûtait. À quel point il leur semblait naturel que la fille indépendante sacrifie sa vie pour la famille une fois de plus. Mais ce fut la décennie qui m'a endurci. La décennie qui m'a appris comment fonctionnaient les systèmes juridiques, financiers, opérationnels.
La décennie qui m'a appris que tout faire en silence ne fait que rendre les gens plus à l'aise pour profiter de vous. Et c'est au cours de cette même décennie qu'une graine a commencé à germer en moi. Un avertissement silencieux planté par un vieux médecin qui avait vu des familles s'entre-déchirer pour des héritages et le contrôle. Il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, « Manon, tu peux sauver tes parents, mais n'oublie jamais de protéger ce que tu construis pendant que tu les sauves. » Je ne comprenais pas alors, mais je le ferai plus tard. Et tout ce qui s'est passé ce soir, chaque visage choqué, chaque voix élevée, chaque accusation, tout a commencé à ce moment-là, il y a 10 ans, quand j'ai assumé des responsabilités dont personne d'autre ne voulait et suis devenu la colonne vertébrale d'une famille qui ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si la colonne vertébrale décidait de se redresser. Sauver l'entreprise ne s'est pas fait en un moment héroïque. Cela s'est produit par des milliers de petites décisions peu glamour, la plupart prises à 2 heures du matin quand les couloirs des résidences Mercier étaient calmes, à l'exception du bourdonnement des machines à oxygène et du doux frottement des chaussures des infirmières. Une fois la crise stabilisée juste assez pour que je puisse respirer, j'ai réalisé quelque chose. Colmater les brèches ne suffisait pas. Si nous voulions survivre, tout le système devait être reconstruit de l'intérieur. Alors, j'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, les soins. Le genre de soins qui ne venaient pas des tableurs ou des réglementations de l'État, mais du fait de s'asseoir à côté de personnes qui avaient vécu assez longtemps pour oublier leur propre anniversaire. J'ai conçu un nouveau programme de bien-être mental et émotionnel pour nos résidents, pas parce que c'était à la mode, mais parce que la solitude dans ces couloirs était plus bruyante que n'importe quel dossier médical. J'ai créé des sessions de narration en groupe, des exercices de mémoire, des visites de bénévoles des écoles locales, et de petits cercles de vie où les résidents pouvaient parler de deuil, de vieillissement, d'humour ou de tout ce qui les aidait à se sentir humains. Le programme semblait simple sur le papier. Il a tout changé dans la pratique. Ensuite, j'ai réécrit moi-même chaque protocole opérationnel, registre de médicaments, ronde de sécurité, procédure de transfert, plan nutritionnel, directive de fin de vie, tout ce qui avait été bricolé sur 20 ans. J'ai reconstruit. J'ai reformé tout le personnel. Pas en leur faisant la leçon, mais en travaillant à leur côté. J'ai été clair, nous ne réduisions pas la qualité des soins, nous réduisions le gaspillage. Plus de fournisseurs hors de prix. Plus d'abonnements inutiles. Plus de fournitures qui périmaient avant que quiconque n'ouvre la boîte. Chaque euro devait compter. Financièrement, j'ai dû devenir quelque chose que je ne voulais jamais être, impitoyable. J'ai assisté à des réunions avec des représentants d'assurance qui essayaient de parler par-dessus moi, supposant que je ne comprenais pas les structures de remboursement. J'ai appris à sourire poliment et à faire glisser des calculs corrigés de l'autre côté de la table jusqu'à ce que leur sourire s'évapore. J'ai renégocié chaque contrat que nous avions, des partenariats d'assurance aux prestataires de thérapie, et j'ai inscrit nos établissements dans des programmes fédéraux qui récompensaient les améliorations de la qualité. C'était un travail stratégique fastidieux, mais cela nous a maintenus en vie. Certains mois, je ramenais à peine assez à la maison pour payer l'essence et la nourriture. Je disais à ma mère que ça m'allait. Elle ne disait rien, ne réalisant pas l'ironie. Mais la partie qui me reste toujours en mémoire, c'est comment la dynamique à la maison a changé juste un peu, comme un cadre qui s'incline sur le mur. Mon père a commencé à me regarder différemment, non pas avec chaleur, mais avec reconnaissance. Il entrait dans un établissement et remarquait l'ordre, les résidents plus calmes, les meilleures inspections. Il hochait lentement la tête comme le font les gens quand ils comprennent enfin la valeur de quelque chose qu'ils tenaient pour acquis. Pourtant, devant les proches, il louait toujours Chloé. Notre cadette a une telle étincelle, disait-il. Elle a une vraie énergie de leader. Pendant ce temps, elle téléchargeait des selfies depuis des toits parisiens légendés avec des citations inspirantes auxquelles elle ne croyait pas. Ma mère était plus difficile à lire, partagée entre gratitude et ressentiment. Les bons jours, elle me remerciait de gérer ses papiers d'assurance ou de la conduire à ses rendez-vous. Les mauvais jours, elle m'accusait de prendre le dessus, de la faire se sentir incompétente. Une fois, après une longue séance de chimio, elle a craqué, « Si tu n'étais pas toujours en train de tout réparer, peut-être que je ne me sentirais pas si inutile. » Je comprenais la douleur sous ces mots. Mais ça piquait quand même. Être la personne fiable signifiait absorber les émotions de tout le monde, même celles qu'il ne savait pas gérer. Pendant ces années, j'ai étudié tranquillement. La nuit, après que le dernier résident se soit installé au lit, j'ouvrais mon ordinateur portable et je suivais des cours en ligne sur la gestion des soins de santé, l'administration d'associations à but non lucratif, la conformité réglementaire,
les systèmes de données pour les soins de longue durée, tout ce qui pouvait me rendre plus affûté. Quelques médecins plus âgés et de petits investisseurs qui admiraient la façon dont je prenais soin de leurs proches ont commencé à m'offrir du mentorat. Des hommes et des femmes dans la soixantaine et 70 qui avaient vécu assez longtemps pour reconnaître la compétence quand ils la voyaient. Ils m'ont appris des choses qu'aucun manuel ne couvrait. L'un d'eux, un avocat spécialisé en santé à la retraite nommé Dr Bertrand, a été la première personne à dire quelque chose qui a changé la trajectoire de toute ma vie. Il venait visiter sa femme, qui était dans notre unité de soins de la mémoire, et s'attardait souvent pour discuter pendant que je faisais les dossiers de nuit. Un soir, après m'avoir écouté expliquer comment je réorganisais l'entreprise, il a tapoté son stylo sur la table et a dit « Vous construisez quelque chose de plus grand qu'il ne le réalise ». J'ai haussé les épaules, trop fatigué pour comprendre. J'essaie juste de nous empêcher de fermer. Non, a-t-il dit fermement. Vous créez la colonne vertébrale intellectuelle de tout ce système. Les politiques, les normes, les relations, les données, la culture. C'est vous. Pas les bâtiments, pas le nom. Vous. Puis il s'est penché, baissant la voix comme si les murs écoutaient. Manon, ma chère, vous devez apprendre à séparer ce qui appartient à l'entreprise, ce qui appartient aux résidents et ce qui vous appartient. Parce qu'un jour, quelqu'un remettra tout votre travail à une autre personne simplement parce qu'elle partage votre nom de famille. Les mots se sont posés comme une pierre dans ma poitrine. Je ne savais pas alors ce qu'ils voulaient dire, mais je le saurais au cours des années suivantes. Tout ce que j'ai construit renforçait l'entreprise, mais cela clarifiait aussi autre chose. La structure était fragile tant qu'elle vivait sous les suppositions de mes parents et l'ombre de Chloé. Plus nous réussissions à reconstruire, plus il parlait fort de donner l'avenir à Chloé. Comme si l'avenir signifiait des photos de marquer des slogans inspirants, et non des codes d'urgence et des lois de conformité. Pourtant, j'ai travaillé tranquillement, inlassablement. J'ai fait des résidences merci un système qui aurait pu prospérer pendant des décennies s'il était dirigé par quelqu'un qui se souciait plus des gens que de la perception. Et sans m'en rendre compte, je construisais aussi les fondations de toute autre chose. Quelque chose qui déterminerait un jour qui possédait vraiment l'héritage que mes parents essayaient de donner. La graine que le docteur Bertrand avait plantée allait pousser des racines auxquelles je ne m'attendais pas. Et ces racines finiraient par déchirer le sol lors du dîner d'héritage. La nuit où ma sœur a ouvert cette lettre et a crié « C'est une blague ». Mais avant que tout cela n'arrive, je devais apprendre la dernière leçon. Parfois, la chose la plus forte que l'enfant silencieuse puisse faire est de construire quelque chose que les autres ne peuvent pas lui prendre, même quand ils pensent l'avoir déjà fait. Pendant près d'une décennie, alors que les résidences Seigneur Mercier remontaient la pente, et que je versais chaque morceau de moi-même pour les maintenir debout, Chloé vivait une vie entièrement différente, soigneusement mise en scène sous une lumière dorée et des ciels filtrés. Son monde était fait de brunch avec des mannequins aspirants, de piscines sur les toits surplombant Paris, de files d'attente pour des auditions autour des studios, et de séances photos où chaque pose donnait l'impression qu'elle attendait d'être découverte. Chaque fois que j'ouvrais les réseaux sociaux lors d'un rare moment de calme, elle était là, souriant sur des plages, trinquant avec des mimosas, identifiant des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Pour quiconque regardait, elle semblait libre, rayonnante, sans limite. Pour moi, elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais récuré une table de salle à manger dans une aile de démence à 2 heures du matin. Elle appelait la maison occasionnellement, bien que jamais pour les médicaments cardiaques de papa ou les scanners de récupération de maman ou l'établissement qui avait failli échouer à une inspection. Au lieu de cela, elle appelait maman pour de l'argent, juste un petit coup de pouce pour des ateliers d'acteurs, du maquillage de studio, des portraits pro, et maman l'envoyait. Même quand nous étions en retard sur la paie ou en train de négocier des extensions de prêt. Elle est sensible, chuchotait maman défensivement. On ne peut pas lui mettre la pression. Elle est là-bas à poursuivre de grands rêves. Chaque fois que maman disait ça, je sentais une petite colère irrationnelle se tordre en moi. Pas contre Chloé pour avoir rêvé, mais contre la façon dont mes parents traitaient les rêves comme du verre fragile que seule une fille était autorisée à tenir. Pourtant, la vie continuait. Je travaillais, Chloé postait, et la distance entre nos mondes devenait si grande qu'on n'avait plus l'impression d'être sœurs. Juste 2 personnes élevées dans la même maison avec des attentes entièrement différentes placées sur elles. Puis, 9 ans après son départ, un mardi matin ordinaire, mon téléphone a sonné. Je me souviens exactement où j'étais, dans le placard à fourniture de l'établissement numéro 2, en train de réorganiser le matériel de soins des plaies parce que notre fournisseur avait encore envoyé la mauvaise taille de compresse. J'ai failli manquer l'appel. Quand j'ai répondu,
la voix de Chloé est passée, tremblante d'une manière qui semblait théâtrale, mais aussi assez réelle pour suspendre ma respiration. « Manon » a-t-elle dit doucement. « Je pense que j'en ai fini avec Paris. » Juste comme ça, comme si elle annonçait une nouvelle coupe de cheveux. Elle m'a dit qu'elle avait tout donné à son parcours d'influenceuse et d'actrice. Les choses ne marchaient pas. L'industrie était fausse. Les gens étaient toxiques. Son agence l'avait lâchée. Elle était épuisée, vidée, incomprise. Puis est venue la phrase qu'elle avait répétée quelque part entre son appartement et le TGV. Je veux rentrer à la maison et aider l'entreprise familiale. J'ai tellement appris sur l'image de marque, la stratégie des réseaux sociaux, le marketing numérique. Je peux enfin contribuer. C'était le plus long discours qu'elle m'avait adressé depuis des années. Je n'en croyais pas un mot. Ni la partie sur le désir d'aider, ni la partie sur l'acquisition de compétences significatives. Mais j'ai dit ce que je dis toujours, d'accord, rentre bien. J'ai raccroché et je suis retourné à mes fournitures. Quand Chloé est enfin arrivée à la maison 2 jours plus tard, tirant une valise rose pâle dans l'entrée, vous auriez pensé qu'une véritable célébrité venait d'entrer. Mes parents se sont illuminés. Mon père a oublié ses douleurs, son tensiomètre, sa boiterie tenace. Ma mère, qui avait à peine l'énergie de finir ses exercices de kinésithérapie, a soudainement eu l'endurance de recevoir du monde. Ils ont appelé la famille, les vieux amis, les anciens membres de la paroisse. Ils ont fait un dîner de bienvenue avec ses plats préférés. Ils ont levé leur verre de vin et porté un toast à son retour. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à réécrire l'histoire. Soudain, Chloé n'était pas la fille qui avait disparu pendant 9 ans. Elle était la fille qui était allée à Paris pour étudier la stratégie de marque. Elle n'était pas celle qui mendiait de l'argent. Elle était celle qui investissait dans son développement professionnel. Elle n'évitait pas la crise familiale. Elle acquérait les outils dont les résidences Mercier avaient besoin pour le prochain chapitre. C'était presque impressionnant de voir avec quelle facilité ils ont rebrandé toute son absence. J'ai regardé cela se produire comme quelqu'un regarde une maison être redécorée autour de lui alors qu'il se tient encore à l'intérieur. En une semaine, mon père a emmené Chloé dans les établissements, lui faisant faire le tour comme si elle en avait construit ne serait-ce qu'une brique. Au personnel, il l'a présentée comme l'avenir des résidences Seigneur Mercier. Je me tenais derrière eux avec la tablette contenant des mois de travail de conformité qui nous avaient maintenus à flot, me sentant soudainement invisible. Chloé supervisera l'image de marque et les relations avec la communauté, a annoncé papa fièrement. Peut-être même prendre un rôle de direction bientôt. Direction. Ce mot avait un goût métallique dans ma bouche. Elle a pris des photos devant l'entrée de l'établissement. Main jointe doucement avec un résident en fauteuil roulant. Mon résident, celui avec qui je m'asseyais pendant ces crises de panique. Chloé a posté la photo en ligne avec une légende sur la redécouverte de sa raison d'être. Elle a obtenu des milliers de j'aime. Elle a filmé de courts TikTok soulignant la beauté des soins aux personnes âgées, ajoutant de la musique douce et des légendes comme Bonoré vos racines. Les gens s'extasiaient. Ils louaient son cœur. Ils louaient son dévouement à la famille. Pendant ce temps, j'étais la personne qui avait réécrit les protocoles de soins devant lesquels elle se tenait. Pour être juste, elle n'était pas malveillante. Elle était simplement superficielle. Tout pour elle existait à la hauteur d'un objectif de caméra. Au sein de l'entreprise, elle flottait à travers les services, souriant, offrant des idées créatives, esquissant des refontes de logos dans des couleurs pastel. Elle a suggéré des uniformes avec des palettes plus douces, de nouvelles polices pour notre site web, des peintures murales inspirantes pour les couloirs. Rien de nocif, rien d'utile non plus. Mais pour mes parents, c'était du génie. Je suis devenu l'aide opérationnelle. Chloé est devenue la visionnaire. Chaque fois que mon père parlait aux donateurs ou à la famille élargie, il disait des choses comme « Nous préparons Chloé pour un leadership plus important ». Elle a des idées. Quand ma mère nous présentait aux voisins, elle disait « Voici Chloé. Elle va bientôt prendre la relève ». Puis se tournait vers moi et ajoutait « Et Manon fait tourner la boutique ». Fait tourner la boutique, comme si c'était une tâche mineure. Le plus triste n'était pas que j'étais poussé dans l'ombre. J'y avais été toute ma vie. Le plus triste était de voir mes parents rayonner d'une fierté qu'ils ne m'avaient jamais montrée. Pas même quand j'avais sauvé l'entreprise de l'effondrement. Ils avaient l'air jeunes à nouveau, pleins d'espoir à nouveau, vivants à nouveau. Et tout ce qu'il a fallu, c'est que Chloé franchisse la porte.
J'ai essayé de ne pas en vouloir, vraiment, mais le ressentiment grandit silencieusement. Comme le lierre pousse autour d'une maison, lentement, avec persistance, jusqu'à ce que vous leviez les yeux un jour et trouviez les fenêtres couvertes. Chloé n'était pas la méchante. Le récit de mes parents l'était. Et alors qu'il réécrivait le passé pour l'élever, il réécrivait aussi l'avenir sans le savoir, la plaçant sur un piédestal destiné à porter un poids qu'elle n'avait jamais appris à tenir. Mais le problème avec les piédestaux, c'est ceci, ils se fissurent facilement, surtout quand la fondation en dessous est le travail non rémunéré de quelqu'un d'autre. Et bientôt cette fondation, ma fondation, allait bouger d'une manière que personne n'avait vu venir. Je n'ai pas remarqué le changement tout de suite. Il est venu comme les orages rampent sur la côte atlantique, lent, insidieux, faussement doux, jusqu'à ce que le ciel se déchire enfin. Au début, cela ressemblait à une décision familiale normale. Mon père se tenait en bout de table un dimanche midi, la main posée sur la chaise pour l'équilibre, et a annoncé avec un calme qui ne correspondait pas au poids de ses mots, « Je pense qu'il est temps que je prenne ma retraite. » J'ai fait ma part. Il est temps de laisser les enfants prendre la relève, vous les enfants. Comme si Chloé et moi avions porté cette famille équitablement. Comme si 9 ans de silence depuis Paris étaient égaux à une décennie de rapports de conformité à 3 heures du matin et d'appels d'urgence à l'ARS. Maman a tapé dans ses mains légèrement, ravie à l'idée d'une retraite paisible, et les yeux de Chloé brillaient comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur quelque chose s'est resserré. J'avais passé 10 ans à maintenir l'entreprise, poussant chaque pouce de ma vie personnelle de côté juste pour nous garder à flot. Et pourtant, la façon dont papa parlait ce jour-là donnait l'impression qu'il remettait une ferme familiale construite par des générations, et non une entreprise que j'avais reconstruite de zéro pendant que lui et ma mère combattaient la maladie. J'ai essayé de balayer ça, de mettre ça sur le compte de leurs besoins de repos après des années de lutte. Mais ensuite, les indices ont commencé à s'empiler un par un. Des emails que j'aurais dû recevoir ont cessé d'arriver. Pas tous, juste les stratégiques, réunions avec des partenaires, notes de l'État, projections financières. Pendant des années, tout m'avait été envoyé en copie carbone automatiquement parce que j'étais celle qui y répondait. Soudain, les messages étaient dirigés vers mon père et Chloé. J'ai découvert cela lorsqu'un partenaire hospitalier a demandé si j'avais vu la proposition de Chloé sur le changement de marque de notre unité de soins pour la démence. Je ne l'avais pas vue parce qu'elle ne m'avait jamais été envoyée. Ensuite sont venus les chuchotements. Une infirmière de confiance m'a demandé pourquoi je n'avais pas assisté à la réunion de planification de la succession avec l'avocat. Je l'ai regardé sans comprendre. Je n'avais aucune idée qu'il y en avait eu une. Un administrateur junior m'a dit que Chloé demandait un accès confidentiel à des fichiers financiers qu'elle n'avait aucune raison de voir. Et puis 2 semaines plus tard, j'ai entendu mes parents dans la cuisine discuter du transfert des propriétés équitablement entre les filles. Bien que le ton rende douloureusement clair ce que équitablement signifiait, ma mère disait que Chloé devrait obtenir plus d'actifs de direction. Manon préfère les trucs en coulisses de toute façon. En coulisses. Comme si toute la colonne vertébrale opérationnelle d'une entreprise de santé n'était rien de plus qu'une équipe technique dans une pièce de théâtre scolaire. Je me souviens m'être tenu dans le couloir, la main figée sur le cadre de la porte, les écoutant parler de moi comme si j'étais un appareil électroménager fiable, utile, robuste, facile à remplacer au besoin. C'est à ce moment-là que le soupçon inquiet a pris racine. Il planifiait quelque chose sans moi, autour de moi, peut-être contre moi. Je n'ai pas paniqué. La panique est pour les gens sans préparation. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, la clarté. Et cette clarté m'a ramené vers les gens qui m'avaient donné des conseils plus authentiques que mes propres parents ne l'avaient jamais fait. Mes mentors âgés. J'ai appelé le docteur Bertrand en premier. Il n'a pas semblé surpris. J'attendais ça, a-t-il dit. Apportez tous les documents que vous avez, chaque licence, chaque contrat, chaque accord opérationnel. Nous verrons sur quelle fondation vous vous tenez. Je l'ai rencontré, lui et son ami, une avocate spécialisée en santé à la retraite nommée Maître Dubois, dans l'arrière-salle d'un petit salon de thé tenu par un ancien collègue. Nous sommes restés assis pendant des heures pendant qu'il passait au peigne fin chaque contour des résidences Mercier comme des chirurgiens se préparant pour une opération complexe. Nous avons passé en revue la procuration, les accords de licence, les contrats d'assurance, les accords avec les fournisseurs, les inspections de l'État, les historiques de conformité déposés, les conditions bancaires et, surtout, la propriété intellectuelle. Il a fallu une demi-heure à Maître Dubois pour trouver la première fissure.
Ces bâtiments ne signifient presque rien, a-t-elle dit en tapotant le papier. N'importe qui avec de l'argent peut acheter une propriété. Ce qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est l'autorisation d'exploiter des soins aux personnes âgées dans ce département. Elle a pointé le certificat de l'État, ça, c'est le véritable actif. Puis elle a pointé le suivant, les protocoles de soins que j'avais écrits, qui étaient maintenant officiellement enregistrés comme les normes opérationnelles des résidences Mercier. Ceci est de la propriété intellectuelle. La vôtre. Puis le système logiciel que j'avais personnalisé pendant des années pour suivre les médicaments, les évaluations de bien-être, les exercices d'urgence et la conformité du personnel. Ceci, a-t-elle ajouté, est une valeur propriétaire. Puis les partenariats à long terme avec les hôpitaux, les agences de soins palliatifs, les programmes fédéraux et les assistants sociaux de l'aide sociale que j'avais reconstruits à partir des cendres. C'est du capital institutionnel, Manon. Construit par vous, pas hérité. Et puis elle a dit la chose qui a changé toute ma compréhension du pouvoir, vos parents contrôlent l'immobilier. Vous contrôlez le système. Ces mots ne m'ont pas mis en colère. Ils m'ont rendu stable pour la première fois. Je voyais la situation non pas comme une trahison mais comme des mathématiques. Si mes parents donnaient à Chloé les propriétés et la SARL, elle posséderait des bâtiments et des dettes. Mais sans les licences, les protocoles, la marque, les systèmes, les partenariats, les validations cliniques. Sans mon travail, ces bâtiments ne seraient rien de plus que des coquilles coûteuses. Ce soir-là, Maître Dubois a exposé une idée. Vous avez besoin d'une structure qui protège le travail que vous avez construit. Quelque chose qui ne peut pas être donné comme un cadeau d'anniversaire. Elle a suggéré une association à but non lucratif, une fondation, dont la mission serait centrée sur l'excellence des soins aux seniors, pas sur l'héritage familial. Une fondation qui posséderait la marque, les protocoles, le logiciel, les contrats de service et chaque actif incorporel requis pour opérer éthiquement et légalement. Une fondation qui pourrait s'associer avec n'importe quel opérateur, mais seulement ceux qui respectaient les normes que j'avais passé des années à créer. Nous l'avons nommée Fondation Le Phare des Aînés. Le phare, parce que c'est ce que les résidents disaient toujours, je me sentais comme une lumière stable, un guide tranquille, un endroit où s'ancrer quand tout le reste semblait incertain. Sous la direction de Maître Dubois et du docteur Bertrand, et avec la pleine autorité légale de ma procuration, j'ai transféré chaque actif non immobilier dans la fondation, la marque Résidence Mercier, les protocoles cliniques, le programme de bien-être, l'infrastructure logicielle et de données, les accords de service avec les hôpitaux, les partenariats avec les réseaux d'assurance, les normes de qualité des soins que j'avais écrites, tout. Mes parents ont été désignés comme membres honoraires du conseil, respectés mais sans propriété. Ils ne s'y sont pas opposés. La paperasse était structurée de manière transparente et recommandée par les médecins, les avocats et l'assistant social supervisant leur santé. Ils croyaient que cela faisait partie de eux Manon qui garde les choses organisées. Ce qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander c'est que la fondation existait pour protéger les résidents d'abord, les travailleurs ensuite, et le système en troisième lieu. La famille n'apparaissait pas sur cette liste. Plus maintenant. Au moment où les documents ont été déposés, approuvés, notariés et enregistrés auprès de la préfecture, la partie la plus précieuse des résidences seniors Mercier n'appartenait plus à la famille Mercier. Elle appartenait à la mission, aux normes, aux gens qui avaient besoin de stabilité plus que mes parents n'avaient besoin de fierté. Et Chloé, elle était préparée pour hériter d'une couronne en carton. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé normalement, souri normalement, conduit les résidents à leur rendez-vous, effectué des inspections, soutenu mon père, aidé ma mère, répondu aux questions superficielles de Chloé sur les palettes de couleurs qui font plus luxe, tout cela pendant qu'une certitude tranquille s'installait en moi. Il pouvait réécrire le récit, mais il ne pouvait pas réécrire l'infrastructure. Et le jour où ils essaieraient de tout remettre à Chloé, le jour où ils croiraient la récompenser serait le jour où ils réaliseraient exactement ce qu'ils avaient choisi de donner. Pas un royaume, pas un héritage, juste les murs. Le battement de cœur, la structure, le système étaient déjà partis silencieusement, légalement et irrévocablement dans le phare, là où ils appartenaient enfin. Dans les mois précédant le dîner d'héritage, tout dans la maison Mercier a commencé à s'incliner lentement au début, puis avec assez de force pour que même moi je ne puisse pas prétendre ne pas le remarquer. Avec la fondation détenant tranquillement chaque actif opérationnel sous verrouillage légal, je travaillais exactement comme je l'avais toujours fait, stable, calme, assez invisible pour que personne ne soupçonne ce qui avait déjà bougé sous leurs pieds. Mais mes parents, dans leur hâte de restaurer le fantasme d'un héritage familial parfait,
poussait Chloé en avant avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Cela a commencé par une séance photo. Un matin, je suis passé devant le bureau de mon père et je l'ai trouvé en train d'arranger du matériel d'éclairage pendant que Chloé posait devant une toile de fond imprimée avec le logo des résidences Mercier. Elle portait un blazer ajusté qu'elle avait probablement acheté juste pour ça, le menton levé comme si elle avait déjà gagné des prix dont elle ignorait l'existence. Papa prenait des photos avec enthousiasme, la cochant comme un agent de talent fier. Le lendemain, le site web de l'entreprise affichait une nouvelle bannière, Chloé Mercier, l'avenir des résidences Senior Mercier. Mon nom n'était nulle part sur la page. Ensuite est venue la levée de fonds. Maman et papa ont commencé à appeler des proches cousins éloignés, vieux membres de la paroisse, voisins retraités proposant un petit tour d'investissement familial pour soutenir le plan de Chloé d'ouvrir 3 nouveaux établissements dans les 5 prochaines années. Je les écoutais répéter l'histoire dans le salon, comment Chloé s'était formée à Paris, comment elle avait de grandes idées, comment elle allait faire passer l'entreprise au niveau supérieur. Dans leur version, Chloé était la visionnaire. Dans leur version, j'étais le personnel de soutien. Les gens les croyaient parce que les gens croient toujours l'histoire la plus jolie. J'ai continué mon travail comme si de rien n'était. J'assistais aux réunions de médicaments du matin, écrivais des mises à jour sur la préparation aux urgences, évaluais les ratios de personnel, vérifiais les registres, parcourais les établissements avec nos infirmières d'assurance qualité et faisais le suivi avec les familles des résidents. Mais sous cette routine, je tissais une structure si serrée que même le fantasme le plus confiant se briserait contre elle. D'abord, j'ai finalisé des accords à long terme entre la Fondation Le Phare et les grands hôpitaux de notre région, contrats de 10 ans, renouvellements automatiques, critères de qualité exigeant que la Fondation et non la SARL Résidence Mercier supervise la conformité. Ces accords ne bloquaient pas entièrement d'autres opérateurs, mais ils rendaient très clair que seuls les établissements répondant aux normes du Phare recevraient la marque, le logiciel, les licences et les partenariats cliniques. Ensuite, j'ai ajusté une clause, une qui compterait plus que n'importe quel titre de propriété signé par mes parents. Si un établissement changeait de propriétaire et que le nouveau propriétaire ne respectait pas les normes documentées du Phare, la Fondation avait le droit de révoquer la marque et la licence sous 60 jours. Pas d'appel, pas de période de grâce. Ce n'était pas vindicatif. C'était éthique parce que j'avais vu trop d'opérateurs rogner sur les coûts sous prétexte de succession familiale. Enfin, j'ai complété la dernière pièce de la structure, un processus formel de révision interne qui exigeait que le conseil de la Fondation, même les membres honoraires comme mes parents, suivent les métriques de qualité fédérale plutôt que les préférences personnelles. Cela rendait l'émotion non pertinente. Cela rendait le favoritisme impuissant. Cela signifiait que le système survivrait même si la famille s'effondrait. Et la famille s'est effondrée, silencieusement. Sous la célébration, l'invitation est arrivée un jeudi soir. Une carte crème épaisse avec un lettrage doré posé soigneusement sur mon bureau à l'établissement. Une célébration de l'héritage de la famille Mercier. On pouvait lire que mon père avait invité non seulement des proches, mais aussi le notaire de la succession, le prêtre de notre église d'enfance, quelques petits investisseurs de la levée de fonds, et même le banquier qui avait renégocié nos prêts des années plus tôt. Il était clair qu'ils avaient l'intention de rendre une annonce officielle, publique, irréversible. Je n'avais pas été consulté. On ne m'avait pas demandé si la date me convenait. On ne m'avait même pas prévenu verbalement. L'invitation n'était pas une célébration. C'était une condamnation. Mes parents se préparaient à oindre Chloé et ils voulaient un public pour le couronnement. Je suis resté assise à mon bureau un long moment après l'avoir lu, fixant les bords de l'enveloppe comme si c'était une chose vivante. Je ne ressentais aucune colère, seulement une confirmation. Tout ce contre quoi le docteur Bertrand m'avait mis en garde se déroulait exactement comme il l'avait prédit. Le travail que j'avais fait n'était pas seulement sous-évalué, il était intentionnellement effacé au profit d'un fantasme que mes parents préféraient. Mais j'avais appris il y a longtemps que le silence n'était pas une reddition. Le silence était une stratégie. Alors j'ai commencé à me préparer non pas à les combattre, mais à révéler ce qui était déjà vrai. La première chose que j'ai assemblée était un résumé juridique complet de tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières années. Le transfert des droits de la marque à la Fondation Le Phare, l'intégration des protocoles et des logiciels dans la Fondation, les accords de licence, les partenariats hospitaliers, la structure de surveillance de la conformité, les critères de qualité, les clauses irrévocables liées au changement de propriété. J'ai tout mis dans un langage clair et simple, pas de jargon juridique, pas de sens caché. Si Chloé devait hériter de quelque chose, elle méritait de savoir ce que c'était réellement.
Pas l'empire de contes de fées imaginé par mes parents, mais la réalité façonnée par la loi, par la conformité des soins de santé, par des années de nécessité et d'épuisement. Ensuite, j'ai écrit une lettre séparée à Chloé. Pas pour lui faire honte, pas pour la supplier, pas même pour la prévenir. Je l'ai écrite parce que malgré tous ses défauts, Chloé n'était pas malveillante. Elle était simplement le produit d'une vie de louange sans responsabilité. À certains égards, elle était autant victime du favoritisme de nos parents que moi. Elle méritait de comprendre dans quoi elle mettait les pieds. Elle méritait la clarté. Elle méritait la vérité que personne d'autre n'oserait lui dire. Dans la lettre, j'ai expliqué ce que les résidences Seigneur Mercier étaient devenues sous la structure de la fondation, une marque qui ne pouvait être utilisée que sous des conditions éthiques strictes. Un système qui priorisait l'excellence clinique au-dessus de la fierté familiale, un ensemble de normes qui exigeaient des sacrifices qu'on ne lui avait jamais demandé de faire, un cadre juridique qu'elle ne connaissait pas assez pour naviguer. Le plus important, je lui ai dit ceci, ce que tu hérites ce soir n'est pas le pouvoir. C'est la responsabilité. Et la responsabilité est ce qui définit les leaders, pas les titres. J'ai scellé la lettre soigneusement et l'ai placée dans une enveloppe rouge, symbolique, intentionnelle, impossible à ignorer. Puis j'ai glissé le résumé juridique derrière. La nuit du dîner d'héritage approchait. Mes parents rayonnaient. Ma sœur était radieuse. Les invités étaient prêts, mais sous toute leur excitation gisait une vérité qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Je ne venais pas pour défendre ma place dans la famille. Je ne venais pas pour me disputer sur la propriété. Je ne venais pas pour les arrêter. Je venais avec les clés, la procuration, l'enveloppe, et la certitude tranquille que lorsque le moment viendrait, quand il donnerait formellement Eutoub à Chloé, ils n'auraient aucune idée de ce que Eutoub signifiait réellement, ou de ce qu'ils avaient déjà perdu. La nuit du dîner d'héritage s'est déroulée avec le genre d'élégance polie que seuls mes parents pouvaient orchestrer. Nappe blanche, jazz doux jouant depuis l'enceinte dans le coin, l'odeur d'herbe rôtie et de bois ciré, le tintement des verres en cristal tenus par des gens qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à la mort silencieuse d'un héritage familial. La salle à manger scintillait d'une lumière chaude. Mais sous cette lueur, il y avait quelque chose de fragile, quelque chose de tendu, comme un sourire maintenu trop longtemps. Mon père se tenait en bout de la longue table en acajou, sa posture redressée avec effort, sa respiration superficielle mais déterminée. Il avait revêtu son meilleur costume, le bleu marine qu'il réservait pour les mariages et les collectes de fonds, et il avait l'air presque triomphant. Ma mère planait à côté de lui dans une robe couleur champagne, ses cheveux fraîchement coiffés, son rouge à lèvres d'une teinte plus vive que d'habitude. Et Chloé, au centre, ressemblait à une femme prête à recevoir une couronne. Ses yeux brillaient. Ses mains étaient pliées délicatement sur la table, comme si elle était sur le point d'accepter un prix pour une performance qu'elle n'avait jamais réellement donnée. La pièce s'est tue quand papa a tapoté son verre. J'aimerais remercier tout le monde d'être ici ce soir, a-t-il commencé, la voix stable mais fine sur les bords. Cette famille a survécu à beaucoup de choses au cours de la dernière décennie. Maladie, tensions financières, défis opérationnels. Tout cela nous a rapprochés et nous a rendus plus forts. J'ai gardé mon expression neutre. Beaucoup de gens ici n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblaient ces défis opérationnels. Mes nuits blanches. Les infections détectées tôt. Les inspections passées à un point près. Les familles que j'ai réconfortées. Les réglementations que j'ai mémorisées. Mais rien de tout cela ne comptait maintenant. Cette soirée n'était pas à propos de la vérité. Elle était à propos de la performance. Papa a continué, et une grande partie de cette force est venue de Manon. Ses yeux ont clignoté vers moi. Et pendant un instant, un doux murmure d'approbation a parcouru la pièce. Pendant 10 ans, elle a porté cette famille. Elle a porté l'entreprise, les responsabilités, les fardeaux. Elle nous a portés. C'était la chose la plus proche de la gratitude qu'il ait jamais exprimée publiquement. Mais alors il a souri un petit sourire fier et déplacé, et tout a changé. Mais maintenant, a-t-il annoncé, il est temps pour elle de se reposer. Se reposer. Comme si la dernière décennie avait été un inconvénient temporaire, comme si le soin était quelque chose qu'une personne posait simplement quand on le lui disait. J'ai senti le poids de ce mot atterrir sur mes épaules comme une sentence. Papa a fait un geste vers Chloé, rayonnant. Chloé est revenue au moment parfait. Elle a la vision, la créativité, l'énergie de leadership dont cette entreprise a besoin pour le prochain chapitre. Elle est l'avenir des résidences Seigneur Mercier. Ma mère s'est avancée,
agrippant le bras de papa, et notre décision est unanime, a-t-elle dit avec fierté, la voix épaisse. Nous transférons les 2 établissements de soins, la SARL Résidence Senior Mercier et les comptes restants. Elle a regardé droit vers Chloé. À toi. Puis elle m'a jeté un coup d'œil avec un sourire dédaigneux, presque compatissant. Ta sœur mérite ça. Elle a un don. Tu es talentueuse aussi, Manon. Mais tes forces sont plus pratiques, plus comme une infirmière. Quelques invités ont échangé des regards gênés. Certains évitaient de croiser mon regard. Quelques-unes de nos infirmières de longue date, invitées par respect, fixaient leurs assiettes. Mon père tenait un dossier crème dans ses mains, les documents de transfert, et Chloé a tendu la main vers eux avec un sourire tremblant et excité. C'était mon signal. Je me suis levé, lissant ma simple robe bleu marine. La pièce est devenue silencieuse. Pas parce que je commandais l'attention, mais parce que j'avais appris à bouger assez silencieusement pour que les gens lèvent les yeux quand ils s'y attendaient le moins. J'ai quelque chose à ajouter, ai-je dit doucement. Mon père a froncé les sourcils, confus. Manon, ce n'est pas le moment. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement marché jusqu'au bout de la table, posé 3 objets devant moi avec un calme lent et délibéré, les clés, le document de procuration et l'enveloppe rouge. Je les ai fait glisser sur la table vers Chloé. Félicitations, Chloé, ai-je dit. Et je le pensais. Ma voix était stable, mon expression douce mais illisible. Vraiment. Puis j'ai regardé mes parents, croisé leurs yeux surpris, et ajouté, j'espère que cela vous donnera l'avenir que vous attendez. Sans un autre mot, j'ai reculé de la table. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement éloigné de la couronne qu'ils avaient passé si longtemps à polir. Derrière moi, la pièce bourdonnait de chuchotements alors que Chloé ramassait l'enveloppe. Ses ongles manucurés l'ont déchirée avec avidité, s'attendant à un mot sentimental, peut-être une bénédiction, peut-être des excuses fraternelles pour s'être effacée si gracieusement. Mais à l'intérieur, la vérité attendait, un paquet soigneusement organisé, un résumé des transferts légalement exécutés 3 ans plus tôt, des documents confirmant que la marque Résidence Senior Mercier, les protocoles opérationnels, les systèmes de soins, le logiciel, l'infrastructure de données, les partenariats cliniques et les droits de licence appartenaient exclusivement à la Fondation Le Phare. Le bail et l'accord de licence exigeant que tout opérateur, y compris Chloé, suive les normes du Phare. Et la clause qui définirait tout, si le nouveau propriétaire change plus de X% du personnel clé, réduit la qualité des soins en dessous du seuil, vend ou refinance les installations sans approbation, ou ne respecte pas une condition de conformité, le Phare a le droit de révoquer la marque, le système et la licence sous 60 jours. Ce qui signifiait qu'elle hériterait des bâtiments, mais pas de l'entreprise, pas du système, pas du cœur, pas de la valeur. La vraie société Résidence Senior Mercier avait déjà été transférée silencieusement, légalement, définitivement à la Fondation Le Phare. Le souffle de Chloé s'est coupé quand elle a atteint la dernière page, effectif immédiatement après changement de contrôle au profit de Chloé Mercier. Ses yeux se sont écarquillés, son visage a blêmi. Elle a levé les yeux vers moi à travers la pièce, la panique montant. L'incrédulité écorchant sa voix. C'est une blague ? Ces mots ont tranché le dîner comme une lame. Des hoquets de surprise ont éclaté. La main de ma mère a volé à sa bouche. La chaise de mon père a raclé le sol alors qu'il se levait. Le banquier a cligné des yeux, confus. L'avocat s'est penché, plissant les yeux sur le texte. Et Chloé agrippait les papiers comme s'il brûlait sa peau. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas offert d'explication. Je n'ai pas offert de réconfort. Je suis simplement sorti de la salle à manger, les murmures enflant derrière moi, et j'ai laissé la vérité exploser dans la pièce exactement comme elle le devait. L'enfant silencieuse avait enfin parlé, pas avec des mots, mais avec une structure. Au moment où le cri de Chloé a brisé la salle à manger, toute la table a sombré dans le chaos, chaises raclant le sol, murmures montant, proches tordant le cou pour voir ce qui pouvait bien être écrit dans cette enveloppe rouge. Je pouvais sentir l'air changer derrière moi comme un front orageux se formant. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai simplement posé ma main sur l'encadrement de la porte. Stable, prête. Je savais ce qui arrivait. Je m'étais préparé pour ce moment avec la même précision que j'utilisais autrefois pour préparer les registres de médicaments et les plans d'évacuation d'urgence. Et juste à temps, une voix calme a coupé la confusion. Mesdames et messieurs, si je peux me permettre.
Chaque tête a pivoté, chaque chuchotement est mort. Même mon père s'est figé. Se tenant à l'autre bout de la table où il s'était fondu parmi les autres invités âgés discrets, se trouvait maître François Hérault, l'avocat de la Fondation Le Phare. C'était un homme réservé à la fin de la soixantaine avec des cheveux argentés peignés soigneusement en arrière, portant un costume gris anthracite qui n'avait pas attiré l'attention jusqu'à présent. Il avait été invité comme simple ami de la famille, une vieille connaissance d'un de mes mentors. Mais il était arrivé ce soir-là pour servir un seul but, confirmer que la vérité, ma vérité, n'était pas seulement émotionnelle, mais légale. Il a tenu les documents que Chloé avait laissés tomber sur la table. « Je suis ici pour représenter la Fondation Le Phare », a-t-il dit avec une politesse impeccable. « J'aimerais clarifier le statut juridique de ce que mademoiselle Manon Mercier a présenté ce soir. » Mon père a frappé du poing sur la table. « Je n'ai rien autorisé de tout ça. C'est mon entreprise, mon héritage. » Maître Hérault n'a pas bronché. « Monsieur, ces accords ont été exécutés il y a 3 ans, à une époque où vos médecins et l'assistant social de l'État ont confirmé que vous aviez besoin d'assistance pour gérer des décisions financières et opérationnelles complexes. » Des halètements ont parcouru la table. Il a continué, à ce moment-là, votre fille Manon détenait une procuration médicale et financière signée par vous, notariée en votre présence, et déposée au greffe. Tous les transferts, restructurations et protections de marque ont été réalisés sous pleine autorité et surveillance légale. Ma mère a secoué la tête violemment. Elle nous a piégés. Elle a profité de nous. Non, madame, a dit François doucement mais fermement. Chaque étape a été menée de manière éthique. Vous étiez présent. Vous étiez informé. Vous avez signé. Et tous les documents ont été examinés et vérifiés par des professionnels médicaux et juridiques indépendants. Il a tapoté le paquet. Ces changements n'étaient pas cachés. Ils n'étaient simplement pas compris parce que personne n'a demandé à les comprendre. Mon père bafouillait, cherchant de l'air. Alors elle prend tout ? François a secoué la tête. Non, monsieur. Le Phare est une fondation à but non lucratif. Personne ne prend rien. Ces actifs ne sont pas détenus par Manon ou qui que ce soit d'autre. Ils sont détenus au bénéfice des résidents, du personnel et de la communauté. Vous et votre femme avez même reçu des sièges honoraires au conseil consultatif, que vous avez acceptés. Mes parents ont cligné des yeux, confus. Ils se souvenaient des invitations cérémonielles, du brunch de félicitations, des beaux certificats encadrés. Ils avaient pris cela comme un compliment. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils avaient accepté. François a continué, en tant que membres honoraires du conseil, vous avez de l'influence, mais vous ne détenez ni capital, ni propriété, ni pouvoir de décision. Cette structure était intentionnelle pour protéger l'intégrité des soins aux personnes âgées de tout conflit d'intérêts futur. Mon père a rugi. Conflit d'intérêts. C'est notre nom. Et votre nom reste honoré, a répondu François. Mais le système que Manon a reconstruit est protégé contre son utilisation comme ornement personnel, outil politique, ou comme les statuts de la Fondation le formulent, un trophée familial. Oh. Ses yeux ont clignoté vers Chloé au dernier mot. Chloé, qui tremblait encore, agrippant les papiers si fort que les bords se déchiraient. Ça dit. Ça dit que je n'ai pas la licence, la marque, le logiciel, les partenariats hospitaliers. Qu'est-ce que c'est ? François s'est éclairci la gorge doucement. C'est une explication claire de ce que la famille Mercier n'a jamais pleinement compris. La vraie valeur des résidences Mercier n'a jamais été les bâtiments. La vraie valeur était le système opérationnel, les protocoles, les licences, les structures de données, les partenariats et la réputation que Manon a créés et qui appartiennent désormais légalement au Phare. Mon père a titubé en arrière dans sa chaise. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu. Un autre parent a chuchoté sèchement, donc elle n'a pas hérité d'une entreprise. Elle a hérité de dettes. Avant que quiconque ne puisse demander plus, le téléphone de François a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a haussé un sourcil. C'est opportun, a-t-il murmuré. Mademoiselle Mercier, si je peux me permettre ? J'ai hoché la tête depuis l'entrée. Il a tenu le téléphone pour que la salle puisse entendre la notification qui venait d'arriver. Il semble que le réseau hospitalier régional ait officiellement approuvé le contrat de partenariat de 10 ans avec la Fondation Le Phare. Effectif immédiatement. La salle a explosé à nouveau. Papa a craqué. Ce contrat devrait être avec la SARL Résidence Mercier.
Non, monsieur. La voix de François est restée une encre stable. Leur conseil a exigé par écrit que l'organisation partenaire n'ait pas d'actionnaires familiaux directs pour éviter les conflits d'intérêts. Le phare répondait à cette exigence. La SARL Résidence Mercier non. Ma mère a regardé Chloé comme si elle la voyait clairement pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment? François a croisé les mains proprement. Vous avez 2 propriétés vieillissantes nécessitant des rénovations, une hypothèque importante, des citations pour maintenance différée, et la SARL d'origine, qui peut continuer à fonctionner comme un établissement privé si vous respectez les normes du phare. Ne pas le faire, cependant, entraînera la révocation immédiate de la licence. Chloé a baissé les yeux sur les papiers à nouveau. Son visage a pâli. Ça dit que si je change le personnel ou coupe les coûts de soins ou refinance ou essaie de vendre, sa voix s'est brisée. Je perds le droit d'utiliser le nom Mercier. C'est exact, a confirmé François. Et si je perds le nom, qu'est-ce qui se passe? François a dit doucement, vous n'êtes plus un prestataire de soins reconnu. Vous opérez comme une pension privée non licenciée si l'État le permet. Très probablement, l'entreprise s'effondrerait. Silence. Le plus long silence que notre famille ait jamais partagé. Enfin, papa a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu as volé mon entreprise. Je me suis avancé pour la première fois. Calme comme une eau stagnante. Non, ai-je dit. Je l'ai protégé. Ma voix n'a pas vacillé. Je ne vous ai rien pris. Je n'ai rien pris à Chloé. J'ai simplement refusé de laisser le travail que j'ai passé 10 ans à construire devenir un accessoire pour Instagram. Je refuse de laisser la sécurité des résidents à quelqu'un qui n'a jamais montré une seule fois qu'elle comprenait ce que le soin exige. J'ai regardé directement Chloé, non pas avec cruauté, mais avec clarté. Je n'ai pas pris l'entreprise, Chloé. J'ai pris la responsabilité. Tu étais la bienvenue pour la partager, mais tu n'as jamais été prête à la porter. Autour de nous, les proches hochaient lentement la tête alors que la vérité se cristallisait. L'histoire que mes parents avaient tissée sur l'enfant doré prenant la relève s'effondrait sous le poids des faits. Ils ont finalement compris, Chloé n'avait pas hérité d'une entreprise florissante. Elle avait hérité de la coquille, des dettes, des bâtiments aux toits vieillissants et à la plomberie dépassée, des meubles usés et de la responsabilité que personne ne lui avait jamais appris à porter. Le cœur de l'entreprise, le système de soins, l'infrastructure de conformité, la réputation de la marque. Tout avait déjà déménagé dans le phare. Légalement, de façon permanente, intouchable. Chloé s'est effondrée sur sa chaise, les mains tremblantes, fixant le document qu'elle pensait être sa couronne. Ce qu'elle tenait à la place, c'était la réalisation qu'on ne lui avait rien donné d'autre que l'apparence du pouvoir, alors que le vrai pouvoir n'avait jamais été le sien à prendre. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de triomphe, pas de rancune, pas de vengeance. Juste la paix. L'enfant silencieux avait enfin construit quelque chose qu'il ne pouvait pas briser. Je n'ai pas dormi la nuit du dîner d'héritage. Pas parce que je me sentais coupable, il n'y avait aucune raison de se sentir coupable, mais parce que le silence a un poids étrange après une tempête. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone n'a pas bourdonné avec des urgences d'établissement, des questions de médicaments à minuit ou des rappels réglementaires. Au lieu de cela, il est resté étrangement immobile. Et dans cette immobilité, j'ai finalement compris quelque chose. J'étais sorti de mon rôle de colonne vertébrale de la famille. Qu'ils s'en rendent compte ou non, ils m'avaient poussé dehors quand ils ont couronné Chloé. Et maintenant, ils devaient vivre avec ce que cela signifiait. Les premières conséquences sont arrivées plus vite que même moi je ne l'attendais. 1. La banque bouge en premier. 2 jours après le dîner, la banque a reçu un avis officiel du phare indiquant qu'en raison du transfert de propriété, la fondation ne fournirait plus de surveillance clinique ni de certification de marque pour la SARL Résidence Senior Mercier. Ce seul détail a déclenché une réévaluation du risque. En 24 heures, la banque a envoyé un email à mon père. En raison du changement de contrôle et de la suppression des garanties de qualité, nous devons réévaluer les conditions de prêt et le calendrier des garanties. Traduit en français courant, vous avez perdu le filet de sécurité. Nous ne vous faisons plus confiance. Les taux d'intérêt ont bondi. Les délais de paiement se sont resserrés. La marge de manœuvre financière a disparu. Mon père a fait irruption chez moi le lendemain matin, le visage rouge, le poing martelant ma porte. Tu as fait ça. Répare-le.
Je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis des années et j'ai répondu avec le même calme pour lequel il me louait autrefois. Je n'ai pas fait ça. Vos décisions l'ont fait. Il s'est figé. Pas de cri. Pas de marchandage. Plus d'autorité paternelle à exercer. Juste le silence. 2. Le personnel part pas bruyamment, mais complètement. En une semaine, le personnel clé, les infirmières qui étaient avec nous depuis 10, 15, même 20 ans, ont soumis leur préavis. Pas pour faire du tort à ma famille, pas pour faire une déclaration. Simplement parce qu'elles savaient déjà ce qui allait se passer. Une cadre l'a dit clairement, Manon, nous suivions tes normes, pas le non-mercier. Elles ont été transférées vers le nouvel établissement que le phare avait ouvert avec l'hôpital régional. Un beau bâtiment moderne avec la lumière du soleil traversant de larges fenêtres et un jardin thérapeutique à l'arrière. Un endroit construit sur la stabilité, pas sur l'ego. Chloé les a suppliés de rester. A offert des augmentations qu'elle ne pouvait pas se permettre. A promis une nouvelle image de marque et un meilleur marketing. Mais le travail de soin ne tient pas avec des slogans. Il tient avec la confiance. Et elle n'en avait aucune. 3. Le procès qui était terminé avant de commencer. Quand la pression bancaire s'est intensifiée et qu'ils ont réalisé que l'exode du personnel n'était pas temporaire, mes parents ont fait ce qu'ils faisaient toujours quand quelque chose n'allait pas dans leur sens. Ils m'ont blâmé. Ils ont intenté un procès contre moi et le phare, prétendant que j'avais volé l'entreprise. Cela a duré 3 audiences. Le juge a lu les documents de procuration, a examiné les rapports médicaux confirmant que mes parents avaient besoin d'assistance à l'époque, et a reconnu le témoignage de l'assistant social de l'État selon lequel tout ce que j'avais fait relevait de mon devoir légal en tant que mandataire et soignante. Puis elle a livré la phrase qui a clos l'affaire, les établissements de santé existent pour servir les personnes âgées, pas pour servir la fierté familiale. Ce que mademoiselle Manon Mercier a structuré protégeait les patients, pas les profits. Le tribunal ne récompensera pas les décisions qui sapent la qualité des soins. Le procès a été rejeté sans suite. Mes parents sont sortis de la salle d'audience comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Pour la première fois, ils avaient l'air petits. Pas parce qu'ils étaient humiliés, bien qu'ils le fussent, mais parce que le monde avait finalement dit une vérité qu'ils avaient passé des années à refuser d'entendre. Ils avaient confondu propriété et capacité, héritage et leadership, image et valeur. 4. Chloé essaie et échoue. Je ne le nierai jamais, Chloé a essayé. Vraiment. Elle arrivait tôt au début, portant de nouveaux blazers, les cheveux tirés en arrière, portant des classeurs à code couleur plein d'idées. Elle a tenu des réunions du personnel. Elle a fait des tableurs. Elle souriait à travers la panique. Elle filmait des vidéos de mise à jour joyeuses pour rassurer les familles. Mais gérer un établissement de soins pour seniors n'est pas une performance. Ce sont des urgences médicales à 3 heures du matin. Ce sont des problèmes d'hygiène et des épisodes de démence. Ce sont des exigences réglementaires plus épaisses que des annuaires téléphoniques. Ce sont des audits de la Sécu et des protocoles de contrôle des infections et des conseils de fin de vie qu'aucun cours d'influenceur ne peut enseigner. Sous la pression, Chloé est revenue à ce qu'elle connaissait, couper les coûts. Elle a réduit le personnel de nuit. Elle a raccourci les activités de bien-être. Elle a essayé de remplacer l'infirmière en soins de plaie par un prestataire moins cher. Et les résultats sont venus vite et brutalement. Une chute, une erreur de médication, une plainte de famille, un signalement anonyme à l'ARS. Puis les inspecteurs sont arrivés. En 6 mois, la SARL Résidence Mercier a perdu sa licence. Sans elle, les remboursements d'assurance ont cessé. L'ARS a gelé les paiements. Les factures se sont empilées. La dette les a avalés tout entiers. 2 mois après la révocation de la licence, la banque a saisi les 2 bâtiments. Tout ce que mes parents avaient essayé de remettre à Chloé s'est effondré en poussière. 5. Ce qu'ils voulaient de moi et ce qu'ils ont reçu. Quand l'avis de saisie est arrivé, mes parents m'ont appelé, non pas comme une fille, mais comme un dernier recours. Manon, s'il te plaît, a chuchoté maman au téléphone. Demande au phare de rendre la marque, ou au moins laisse-nous garder le nom. C'est tout ce qui nous reste. J'étais assise dans mon bureau au nouveau centre communautaire Le Phare, regardant des bénévoles emmener des résidents dans une salle ensoleillée remplie de musique. J'ai répondu simplement, nous traitons chaque établissement de manière égale. Le conseil de la fondation vote sur les normes. Je ne suis qu'un membre, a-t-elle essayé à nouveau.
Alors, tu ne vas pas nous aider? J'ai respiré lentement, laissant la vérité s'installer, non pas cruellement, mais proprement. Je ne peux pas sauver des gens qui refusent de faire le travail. Puis j'ai raccroché. Pas par colère. Par clarté. Vous voyez, des conséquences sans cruauté. Je ne les ai pas laissés tomber dans la pauvreté. Je ne les ai pas laissés mourir de faim. Mais je me suis retiré de leur orbite financière complètement. Ils ont été forcés de vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un appartement modeste en périphérie de la ville, vivant de leur chèque de retraite et de l'aide de l'État. Et pour la première fois depuis des décennies, ils ont vécu comme des gens ordinaires, pas comme une royauté gardant un royaume construit sur le travail de quelqu'un d'autre. Chloé a dérivé pendant près d'1 an, épuisée et humiliée. Finalement, elle a pris le seul travail qu'elle pouvait trouver avec son ensemble de compétences incomplet, assistante administrative dans un établissement de soins infirmiers. Un établissement de soins infirmiers dans le réseau du phare. Elle ne l'a jamais su. Pas parce que la vérité était cachée, mais parce qu'elle n'a jamais regardé assez haut dans l'organigramme pour voir quelle signature approuvait son embauche. 6. La fin la plus silencieuse. Les gens supposent que la vengeance est bruyante. Mais la vérité est que les conséquences les plus silencieuses sont celles qui durent le plus longtemps. Ma famille ne s'est pas effondrée parce que je les ai punis. Ils se sont effondrés parce que pour la première fois, ils ont dû vivre sans la personne qui les portait silencieusement. Et dans cet effondrement, j'ai finalement trouvé quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais donné une seule fois, une vie qui était la mienne. 3 à 5 ans ont passé plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Certains jours, je regarde autour de mon petit bureau à la Fondation Le Phare, la douce lumière du matin se répandant sur mon bureau, le son des bénévoles riant dans le couloir, le doux bourdonnement d'un piano dérivant d'une salle de récréation. Et je dois me rappeler que c'est réel. Que je ne vis plus en mode crise. Plus à porter une famille entière sur mon dos. Plus à essayer d'empêcher un héritage en ruine de se transformer en décombre. Je vis simplement. Et durant ces années, le phare a grandi pas bruyamment, pas avec des annonces flashy ou des campagnes d'entreprise, mais régulièrement, comme quelque chose planté profondément dans une bonne terre. Nous avons ouvert plusieurs autres centres de soins communautaires à travers la France, en particulier dans les quartiers où les personnes âgées passaient souvent à travers les mailles du filet. Ceux qui vivent avec des revenus fixes, ceux sans famille, ceux qui ont passé leur vie à travailler tranquillement jusqu'à ce que personne ne se souvienne de leur nom. Nous avons créé un programme de formation pour les jeunes membres du personnel issus de milieux difficiles. Beaucoup d'entre eux enfants de mères célibataires ou issus de foyers d'accueil. L'un de nos membres du conseil les a un jour décrits comme les enfants de gens dont personne ne s'est jamais soucié. Et nous avons fait notre mission de nous assurer qu'ils ne seraient plus jamais invisibles. Ma propre vie est devenue simple mais solide. J'ai vécu dans un appartement modeste près de la Garonne, je conduisais une vieille berline dont je connaissais les bizarreries par cœur, et je passais mes journées entouré de gens qui croyaient en l'œuvre plus qu'en la marque. Je n'avais pas besoin de luxe. J'avais besoin de sens. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais sans payer avec ma santé mentale. Parfois, quand mon travail m'emmenait à travers la région, je passais devant la vieille maison de retraite qui portait autrefois le nom Mercier. Ce n'était plus le cas. L'enseigne avait été remplacée. Le code couleur changé. Le personnel complètement nouveau. Il n'y avait aucune trace de notre histoire familiale là-bas. Je la regardais comme quelqu'un regarde une maison d'enfance qui a été vendue à un endroit que vous connaissiez par cœur, mais qui ne vous appartient plus. Et au lieu de ressentir une perte, je ressentais une distance. Une distance paisible et nécessaire. Une fois, en quittant une réunion de liaison avec l'ARS, j'ai vu mes parents assis tranquillement dans la salle d'attente. La posture de mon père, autrefois autoritaire, s'était adoucie, ses mains jointes fermement ensemble. Ma mère fixait le tableau d'affichage avec la même intensité frénétique qu'elle utilisait autrefois pour suivre l'engagement Instagram de Chloé. Ils ne m'ont pas vu, et je ne les ai pas approchés. Pas par colère, pas par fierté, mais parce que rien de ce que je pourrais dire ne changerait ce qu'ils avaient déjà choisi. Au lieu de cela, je leur ai simplement souhaité bonne chance dans mon esprit et j'ai continué à marcher. Une autre fois, lors d'une visite de routine dans l'un des nouveaux centres du phare, j'ai vu Chloé. Elle poussait un fauteuil roulant pour une vieille dame aux cheveux blancs comme la neige, parlant doucement, gentiment, d'une manière qui faisait rire la résidente comme une enfant. L'uniforme de Chloé pendait lâchement sur elle, ses cheveux attachés en arrière, son visage sans maquillage. Elle ne m'a pas remarqué. Peut-être qu'elle ne m'aurait pas reconnu même si elle l'avait fait.
Mais pour la première fois, je l'ai vu faire quelque chose de significatif. Pas pour un public, pas pour des applaudissements, pas pour l'approbation de papa ou la gloire des réseaux sociaux, mais pour quelqu'un qui avait vraiment besoin d'elle. Et je l'ai laissé avoir ce moment. Je ne me suis pas avancé. Je ne voulais pas déranger la dignité fragile qu'elle se construisait. J'ai simplement regardé depuis le fond du couloir, puis je me suis tourné et je suis parti, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je vous raconte ça maintenant, non pas pour glorifier la vengeance ou prétendre que gagner est la même chose que guérir. Ce n'est pas la leçon ici. Ce que je veux que vous compreniez est beaucoup plus silencieux et beaucoup plus tranchant. Ne donnez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Parce que quand vous donnez constamment trop, les gens commencent à croire que votre sacrifice n'est pas de la générosité. C'est une obligation. La loi n'est pas juste de la paperasse. C'est la frontière qui protège votre sueur, votre labeur, vos nuits sans sommeil, vos années à tout maintenir ensemble avant que quelqu'un d'autre ne décide d'utiliser tout cela comme décoration pour sa propre histoire. Et enfin, celle-ci m'a pris le plus de temps à comprendre, quand les gens disent « tu ne sais que travailler », parfois c'est votre arme la plus forte si vous savez exactement où signer votre nom. Aujourd'hui, je ne porte plus le nom Mercier. Je l'ai changé il y a des années. Prenant le nom de jeune fille de ma mère, le nom qu'elle avait avant de se marier dans une famille qui l'a avalée tout entière. Le phare porte ce nom aussi. Pas juste comme une image de marque, mais comme une réclamation, comme un moyen de réécrire une histoire qui aurait dû être la sienne.